Alors Michel, bonjour. Bonjour. Tu es donc apiculteur. Voilà. Peux-tu nous dire tout d'abord, avant d'être apiculteur, quelle est ta profession? Je suis magasinier, donc c'est tout à fait différent. Donc c'est vraiment une passion l'apiculture. Ça date d'il y a vraiment de très nombreuses années, dans les années 80. J'ai visité un parc, le Médiparc à la côte belge, et c'est vrai que c'est là que je suis tombé amoureux des abeilles. Et j'ai attendu 30 ans pour commencer l'apiculture, mais j'ai toujours été intéressé au niveau des insectes et tout ce qui se touche à la nature. Et donc ça fait depuis les années 80 que tu as déjà ton rucher, ou le rucher Non, existe depuis combien de temps? non, le rucher existe depuis 3 ans, donc c'est tout récent. Moi j'ai toujours été intéressé, je veux dire, de près ou de loin par l'abeille et l'apiculture. Mais il a fallu quand même pas mal d'années, parce que j'ai dû suivre des cours pour faire l'apiculture, pour pouvoir développer un petit peu le rucher, et déjà demander les autorisations pour pouvoir le faire ici dans quand même pas mal de maisons, donc voilà. Et quel est le but en fait de faire de l'apiculture? C'est une passion, ça reste une passion avant tout, d'être proche de la nature, de pouvoir aussi partager avec d'autres personnes, de faire des journées portes ouvertes par exemple, de rencontrer d'autres personnes, vraiment c'est une passion, vraiment. Et outre le fait que ce soit une passion, est-ce que c'est aussi par conviction que tu fais ça? Oui, tout à fait. C'est vrai que ça me met une conviction parce que la nature se dégrade de plus en plus. On n'arrête pas d'en parler dans les médias, mais c'est réel, quoi. Si l'abeille venait à disparaître, il y aurait vraiment de gros problèmes. Savoir que l'abeille est un insecte pollinisateur comme beaucoup d'autres, mais il est très important. Pourquoi? Parce que c'est le seul insecte social qui hiberne pendant l'hiver, qui vit en grande colonie. Donc au printemps, ils sont directement là en grande quantité. Et par rapport aux autres insectes, ce n'est pas du tout la même chose. Donc les abeilles sont vraiment très importantes à ce niveau-là. Et par rapport à une réflexion de Albert Einstein qui a dit en fait que, si je ne me trompe, si les abeilles s'éteignent, quelques années après, il reste peut-être 5 ans à vivre à l'homme. Est-ce que tu penses que c'est aussi radical? On n'en serait en tout cas pas loin, parce que la pollinisation est vraiment directement liée aux insectes pollinisateurs. Sans eux, c'est vrai que c'est le néant, il n'y a plus grand-chose. C'est difficile de se l'imaginer en 5 ans, mais sur le fond, oui, c'est réel. C'est un gros problème. Alors comment devenir apiculteur? Alors au jour d'aujourd'hui, pour devenir apiculteur, on peut simplement récolter un essaim et commencer dans son jardin. Mais il est vivement conseillé comme de suivre des cours et des formations. Donc la Fédération liégeoise d'apiculture donne des cours en 2 années et ça se passe à Ouégimont. Est-ce que l'activité de rucher est quelque chose de rentable? Non, pas du tout. C'est pas une activité rentable au niveau de la Belgique. Pourquoi? Parce que tout simplement il n'y a pas assez de beau temps. On voit ici, on a un printemps misérable. L'année passée c'était exceptionnel, mais cette année c'est vraiment catastrophique. Ça demande quand même pas mal d'investissement à la base, au départ au niveau du matériel, que ce soit l'extracteur, au niveau des ruches. Il faut savoir aussi qu'il y a énormément de pertes au niveau des abeilles, donc d'année en année on doit reconstituer les colonies. Donc non, ce n'est pas une activité rentable du tout. Et est-ce que tu es tout seul à faire cette profession, entre guillemets? Ici, dans ton projet, est-ce que tu es Oui, seul à faire ça? oui, tout à fait. Je suis aidé par ma compagne, ma femme, mais sinon c'est vrai que je suis seul. C'est une passion, je n'ai qu'une dizaine de ruches et on ne peut pas non plus développer plus non plus. Est-ce que tu aurais un conseil ou un message à faire passer, ou les deux peut-être? Le message est de recréer de plus en plus dans les jardins des espaces sauvages. On le demande de plus en plus, mais il suffit de quelques mètres carrés. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'espace assis, mais quelques mètres carrés dans les jardins, je crois que ça aiderait déjà beaucoup les insectes pollinisateurs. Alors passons maintenant à la partie la ruche, qui concerne vraiment la ruche à proprement parler. Alors comment les abeilles font-elles du miel? Alors, les abeilles vont récolter le nectar dans les fleurs, qui n'est pas encore du miel. Donc le miel, elles le fabriquent elles-mêmes dans la ruche. C'est quelque chose de tout à fait spécial. Il faut savoir que le nectar, il y a plus ou moins 80% d'humidité dans le sucre de fleurs, dans le nectar. Et pour avoir du miel, il faut arriver à 17%. Au-delà de 17%, légalement, ce n'est pas considéré comme du miel. Donc on va faire tout un travail au niveau dans l'emmagasinage du miel dans les cellules. Elles vont le travailler, elles vont le mélanger avec différentes enzymes à elles, et c'est comme ça que ça va devenir du miel. Elles doivent vraiment évacuer une grande partie de l'humidité, donc c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel chez ces insectes-là. Et est-ce qu'il y a une différence dans la fabrication du miel à l'état sauvage ou en élevage? Non, absolument pas. D'ailleurs, on dit souvent que ce sont des abeilles domestiques, mais en réalité, elles ne sont pas plus domestiques que celles qui sont dans la nature. Ce sont exactement les mêmes. Elles sont juste dans des ruches et on les considère comme domestiques, mais elles sont en fait tout à fait sauvages. Elles ont juste des conditions un peu Voilà, tout de à luxe fait. peut-être. Voilà, c'est un peu ça, oui. Et est-ce que justement elles sont... Enfin c'est peut-être difficile à dire parce qu'on n'a pas encore de psychologue pour Ouais. abeilles, mais est-ce que tu penses qu'elles sont plus à l'aise, est-ce qu'elles sont plus à l'aise comme ça ou à l'état sauvage ou... Je pense que c'est fort similaire quand même. Je pense que c'est fort pareil.
Ce qui est important pour l'abeille, c'est d'avoir un volume proportionnel à la grappe, je veux dire, à la colonie. Donc je pense que si elles vivent, s'habituent bien dans les ruches, c'est qu'elles se sentent vraiment bien là. Donc il n'y a pas de souci, je pense que c'est pareil, pour moi c'est égal. Et quels sont les facteurs qui pourraient stresser une abeille? Le climat est de moins en moins bon, on a des hivers très variables. Il vaut mieux un hiver, je veux dire, très froid, très long, qu'un hiver comme on a eu cette année, justement, où il y a eu un mois de janvier très doux, parce que là, à ce moment-là, la reine commence à repondre. Savoir que quand il y a une ponte, il y a besoin de beaucoup de chaleur dans la ruche, donc une trentaine de degrés. Et le mois de février, il a fait très mauvais, par exemple. Ça a été, ils ont dû aller repuiser dans les réserves, donc on ne savait pas qu'on a récolté du nectar, donc c'est très très difficile pour elle à ce moment-là. Donc c'est vraiment le climat pour moi qui est le plus mauvais quand même pour le moment. Quels sont les prédateurs de l'abeille? Les prédateurs de l'abeille, en grande partie, c'est l'homme, l'être humain avec les pesticides quand même, qui arrivent beaucoup trop, bien souvent sans aucune utilité. Et est-ce que tu es confronté à des problèmes de pesticides peut-être ou de produits que les gens pourraient mettre dans leur jardin ici autour de toi? Disons que les produits pesticides, c'est vrai que c'est un gros problème dans l'apiculture, on en parle beaucoup. Maintenant, il faut savoir qu'il n'y a pas que ce problème-là. Ici, je vais dire personnellement, non, je n'y suis pas touché directement, parce que les jardins, c'est vrai que c'est quand même minimum ce qu'on met, c'est pas exceptionnel, surtout dans les grandes cultures, dans les champs de maïs. Là, c'est une catastrophe, c'est vraiment une grosse récolte, et c'est souvent en arrière-saison, alors que les abeilles vont chercher le pollen de maïs. Qu'elles stockent pendant l'hiver, et au niveau du redémarrage au printemps, alors là, toute la colonie meurt en général, c'est souvent le problème. Et quelles conséquences peuvent avoir les problèmes que subissent une ruche et une colonie d'abeilles? Donc des gros fléaux de l'abeille et de l'apiculture, c'est le varroa, c'est un petit acaria que peu de monde connaissent parce qu'ils vivent uniquement dans les ruches. Mais il était apporté dans les années 80 et il y en a partout dans le monde, on en est infesté. Ils vivent uniquement dans les cellules, ils sucent en fait le sang des larves, les molymphes, et c'est très difficile de les enlever. Donc il y a des produits de traitement qui ne sont malheureusement plus efficaces. Les sociétés pharmaceutiques ne s'investissent pas spécialement pour chercher là-dedans. On est très réglementé ici en Belgique au niveau de l'AFSCA pour la qualité des aliments et on ne peut pas utiliser ce qu'on veut quand on veut évidemment parce que c'est lié à l'alimentaire et c'est très difficile. Donc on a un gros problème à ce niveau-là avec les varroas. Une colonie qui n'est pas traitée meurt au bout d'1 an ou deux. Donc à l'état sauvage, les abeilles ne savent plus vivre aujourd'hui. Il faut savoir que les colonies, si ça arrive d'avoir des essais, ils vont les se mettre dans les murs, dans les façades, mais elles ne savent plus survivre parce que le varroa se développe plus vite que l'abeille en réalité. Donc c'est un peu là le problème. On parle souvent, on parle de plus en plus en fait du label bio et de toutes sortes de certifications bio. Qu'est-ce qui fait qu'un miel peut être bio ou pas bio? C'est une très bonne question parce que pour moi le miel bio ça n'existe pas réellement. Pourquoi? Parce que les abeilles vont butiner à 3 km de circonférence autour d'une ruche. Il est impossible de savoir où elles vont butiner. Donc le seul miel bio qui vendu en grande surface provient du Brésil. Donc déjà question écologie, je ne trouve pas ça très bio. Enfin, ça vient quand même de très loin quand je vois les transports. Maintenant j'ai du mal à imaginer, les abeilles vont butiner partout. Il y a peut-être des zones peut-être un peu plus protégées, mais je pense que c'est fort commercial en fait. Donc pour bien faire, si on veut avoir vraiment un miel bio, il faudrait que dans un rayon de 3 km autour des ruches, tout soit bio, quoi. Tout à fait, voilà. D'accord. Tout à fait, donc c'est Infaisable. un peu illusoire. Qu'est-ce qui influence la qualité du miel? Chaque miel a une qualité différente. Un apiculteur, comme moi ici par exemple, peut avoir un miel tout à fait différent d'un apiculteur à 2 km. Malgré qu'elle voit à 3 km de circonférence, c'est difficile à expliquer. Je pensais beaucoup le climat. L'année passée, on a eu un printemps vraiment très beau, très long mais très sec aussi, donc il manquait de nectar dans les fleurs. Cette année, c'est très difficile. Elles vont peut-être butiner plus de fleurs une année, d'autres à une autre année. C'est très variable en fait. Même ici au rucher, par exemple, le miel peut avoir un goût différent cette année-ci que l'année suivante. Donc c'est très variable quand même. Et est-ce qu'il y a de la production de miel toute l'année? Non, donc en fait, il y a ici en Belgique 2 récoltes de miel. Il y a la récolte de printemps et la récolte d'été. Donc en général, on place ce qu'on appelle nous les hausses à miel. Donc c'est le grenier où ils vont stocker le miel vers la mi-avril, souvent la floraison des groseilliers à macro. Et je veux dire vers la fin mai, début juin, on enlève ces hausses-là. Donc on a vraiment une récolte de printemps. C'est surtout avec du fruitier, du pissenlit et d'autres fleurs à ce moment-là. Puis alors on a vraiment ce qu'on appelle le trou de la mielleille. Donc il n'y a plus assez, je veux dire, pour faire du miel. Et puis alors en été, alors il y a vraiment le miel d'été. Donc c'est un miel qui est quand même fort différent au niveau du goût.
Alors on parlait de niveau d'humidité dans le miel Oui. qui donc influence sur sa qualité, sur le fait de le garder longtemps, etc. Comment mesure-t-on ça? Donc il y a un appareil qui s'appelle réfractomètre. Donc on y dépose une goutte de miel liquide avant de le récolter et par rapport à la lumière du soleil, il y a un indice qui dit c'est le pourcentage d'humidité en fait dans le miel. Alors une fois le miel produit par les abeilles, comment le récolte-t-on? Donc il y a ce qu'on appelle un extracteur, c'est une machine au gros cylindre qui tourne très vite avec la force de la rotation, ça expulse le miel des cellules et on le récolte ainsi. Donc on a un robinet, on a deux possibilités, soit on le met directement au pot, alors on va avoir ce qu'on appelle une cristallisation à gros grains. Pourquoi? Parce que comme les fleurs aussi sur différentes fleurs, les abeilles vont sur différentes fleurs, le miel provient évidemment de différents nectars, certains nectars vont cristalliser plus vite que d'autres, et c'est ce que certaines personnes ont des fois l'impression de retrouver des grains de sucre dans le miel, comme si on avait rajouté du sucre. Il faut savoir que dans un miel on ne rajoute absolument rien, mais c'est cette cristallisation naturelle qui fait qu'on peut avoir ces grains de sucre dans le miel. À part Mélie qui le fait, parce que j'ai un petit promené l'autre jour en grande surface, ça m'a choqué, du miel à la menthe, il rajoute de l'extrait de menthe dedans, pourtant c'est totalement illégal. Et quelle est la différence entre le miel local que tu pourrais par exemple, enfin que tu produis ici, et qu'on pourrait produire aussi ici dans la région, et le miel qu'on peut acheter en magasin? Alors, la grande différence, c'est au niveau de la qualité. Le miel artisanal est quand même nettement meilleur. Pourquoi? Parce qu'il est, comme je disais, directement mis en pot bien souvent. Tandis qu'en grande surface, ils ont un avantage, c'est que sur le nombre d'années, ils vont avoir une stabilisation dans le produit. La même qualité, le même goût, la même contenance, toujours tartinable. Pour prendre le miel Mélie, on n'est pas une cité de marque. D'il y a 20 ans, ou le miel de Mélie d'aujourd'hui, il aura toujours le même goût. Et dans 20 ans, il aura toujours le même goût. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent en grosse quantité. Ils achètent du miel dans la région du Yucatan au Mexique, qui va prédominer sur tous les autres miels. Et c'est ce goût-là bien particulier qu'il a. Donc chez nous, les petits apiculteurs, on ne saurait pas avoir ça. Pourquoi? D'une année à l'autre, on peut avoir un miel différent au niveau du goût. On ne sait pas avoir une standardisation au niveau du produit. Ce qui est quelque part, pour moi, un avantage. Alors la question qui dérange, est-ce que c'est pas embêtant, gênant pour les abeilles qu'on vienne récolter tout leur miel comme ça, toute leur production? Est-ce qu'on récolte tout d'abord? Non, on ne récolte pas tout, donc on récolte toujours le surplus. Donc il y a ce qu'on appelle le corps de la ruche où elles vivent. Là, on leur laisse évidemment le miel pour vivre, pour l'élevage et pour passer une partie de l'hiver. Donc on récolte toujours ce qu'on appelle les hausses, donc on les place au printemps et en été. Donc c'est toujours un surplus, donc il y a toujours un instinct d'amassage chez les abeilles. Elles récoltent beaucoup plus qu'elles n'ont besoin. Donc c'est grâce à ça qu'on peut avoir du miel, sinon on ne saurait jamais en avoir. Maintenant, il arrive parfois devoir les nourrir quand le climat est trop mauvais en fin de saison. Alors parlons chiffres maintenant. Quelle quantité de fleurs faut-il pour pouvoir produire 1 kg de miel? On estime 1 million de fleurs visitées pour 1 kg de miel. C'est une estimation, donc j'ai mis ça dans mes cours. Et une ruche produit, une ruche par exemple comme tu peux avoir ici, elle produit combien de kilos de miel? C'est très variable par rapport au climat, mais en général ça peut aller de 20 kg à passer 50. Ça dépend un petit peu d'une année à l'autre, ça dépend un petit peu de la floraison dans l'environnement direct. C'est très variable. Donc ça peut aller jusqu'à 50 millions de fleurs visitées, c'est ça? Ouais, c'est assez incroyable. Quel est l'engouement pour l'apiculture à notre époque? Il est de moins en moins grand parce que chaque fois qu'on parle des abeilles, bien souvent dans les émissions de télévision, c'est beaucoup alarmant. En fait, on parle des pesticides, on parle des morts de colonies d'abeilles. Et c'est vrai qu'on ne suscite pas assez l'envie chez les jeunes. Je trouve que c'est une passion quand même magnifique. Ça permet de retrouver un peu la nature. C'est quand même vraiment quelque chose de génial. C'est pour ça que je fais des petites conférences dans les écoles, en fait, essayer de susciter un peu l'envie chez les plus jeunes. Mais c'est vrai que la majorité des apiculteurs sont quand même fort âgés. Dans les très jeunes, il y en a de moins en moins, c'est le problème. Est-ce que ça prend beaucoup de temps de s'occuper des ruches? Quand on en a une dizaine comme ceci, non, c'est surtout le week-end. On appelle ça l'apiculture du week-end. Il faut avoir la chance d'avoir le climat le week-end aussi. Mais sinon, non, ça ne prend pas énormément de temps, je dirais 1 heure ou 2 la semaine. Mais comme c'est une passion et un plaisir, on a toujours tendance à prendre plus de temps qu'il ne faut. Ouais. Est-ce que c'est difficile à mettre en place un rucher? Difficile, non. Maintenant, il faut quand même beaucoup de patience parce que les administrations ne savent pas toujours elles-mêmes ce qu'elles doivent faire. Où on peut implanter les ruches. Ici, par exemple, c'est une zone bleue claire. Il y a des zones rouges, il y a des zones vertes. D'une commune à l'autre, c'est différent. En région wallonne, c'est déjà différent de Bruxelles ou de la Flandre. Donc ça, c'est la Belgique. C'est toujours très compliqué. On préfère très simple. Donc il faut bien souvent qu'eux-mêmes se renseignent ce qu'ils peuvent faire avant de communiquer. Ici, ça m'a pris plus ou moins 4-5 mois avant d'avoir une autorisation finalement pour implanter le rucher. Alors imaginons que voilà, des gens maintenant qui vont voir la vidéo vont se dire, ah ben genre moi aussi j'ai envie de faire une ruche.
et qu'ils le fassent de façon non déclarée, une ruche en noir. Est-ce que c'est risqué ou... Disons qu'il y a quand même une législation qui est la même partout en Wallonie, c'est que les ruches doivent se trouver à 20 mètres d'une porte d'entrée. Ça, c'est la règle de base. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même vivement déconseillé parce qu'il y a quand même beaucoup à savoir sur les abeilles. On ne se lance pas dans l'apiculture comme ça, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Alors pour terminer, est-ce qu'il y a moyen de te contacter alors donc pour obtenir des infos, des conseils, etc. Et comment te contacter? Oui, tout à fait. Donc c'est un grand plaisir que je partagerai ma passion, que je donnerai des renseignements. Donc j'ai un site internet, c'est www.rucher-du-chanteloup.be et j'ai une adresse email que je communiquerai. Il n'y a pas de souci, je suis là pour répondre à toutes les questions. J'organise également une journée porte ouverte le 9 et le 10 juin. On demande juste que ça se fasse par rendez-vous vu que c'est assez petit et qu'on aime bien de bien renseigner les gens pour ne pas avoir trop de monde à la fois, mais il n'y a pas de souci, c'est un grand plaisir. Ok, merci beaucoup. Merci à vous.